Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important qui est le séquençage de l'ADN ou plus précisément la méthode de Sanger pour le séquençage de l'ADN. Séquençage d'ADN veut dire quoi? Veut dire que quand on a un brin inconnu d'ADN, on peut, à travers cette méthode, savoir quel est l'ordre précis des bases azotées des nucléotides qui font ce brin ADN. Cette méthode de séquence de Sanger est historique parce que c'était la première méthode de séquençage d'ADN et malgré ou bien qu'elle soit utilisée pour séquencer de toutes petites séquences d'ADN ou de courtes séquences d'ADN, mais quand même, elle est très importante parce que elle fait ça d'une façon très exacte et très précise. Donc, c'est une méthode très simple qui est appliquée seulement sur des courtes séquences d'ADN, mais elle vous permet de connaître les séquences ou l'ordre des nucléotides sur un brin d'ADN d'une façon très précise. Et c'est pour ça, parce qu'elle était la première méthode de séquençage et parce qu'elle est facile mais géniale, qu'elle est considérée la méthode de référence de séquençage. L'idée principale de cette méthode de séquençage, c'est la découverte de ces nucléotides qui s'appellent les di-désoxynucléotides. Si nous regardons le diagramme en bas, nous avons ici une nucléotide traditionnelle. Plutôt, on dirait que c'est une désoxynucléotide parce que c'est une nucléotide qui n'a pas d'oxygène à la position 2' dans ce pentose. Mais c'est cette nucléotide-là qui est la nucléotide traditionnelle qui entre dans la formation d'un brin ADN. Mais en même temps, à ce moment-là, ils ont découvert qu'il y avait une autre forme de nucléotide qui n'avait ni oxygène à la position 2', ni oxygène à la position 3'. Et on l'a appelé di-désoxynucléotide. On a aussi découvert à ce moment-là que tous les deux types de nucléotides peuvent être utilisés dans la réplication d'ADN par ADN polymérase. Mais il y avait une différence très importante. C'est que après avoir ajouté cette nucléotide pour allonger un brin pendant la réplication d'ADN, l'enzyme pouvait continuer le processus de réplication tout naturellement. Mais il y avait un fait très important et c'était que quand il arrivait que la nucléotide dit des oxynucléotides, cette nucléotide anormale, non traditionnelle, si elle était ajoutée à une certaine place ou un certain locus pendant la réplication de l'ADN par polymérase ADN, le processus va être bloqué ou le processus était bloqué au moment. Donc, c'est ça la méthode principale, mais ce défaut, disons, dans les dits désoxynucléotides, a d'autre part été très utile parce qu'il nous a permis de séquencer d'une façon très facile. Donc, on va commencer notre expérience en regardant ce diagramme-là. Et nous avons ici, par exemple, un brin ADN à séquencer. Et naturellement, on n'utilise pas seulement un brin ADN, mais on utilise des milliers ou au moins des centaines de copies de ADN. Ça, c'est la séquence que l'on veut séquencer, ou c'est le brin ADN que l'on veut séquencer. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une amorce, ou ce qu'on appelle en anglais le primaire, c'est-à-dire que c'est une séquence où l'enzyme
va s'attacher ou va savoir à travers cette amorce-là où commencer le processus de réplication. Et puis, on a quatre fioles ou quatre tubes d'essai ou quatre flacons. Et dans chaque flacon, comme vous voyez, on va mettre plusieurs composants. Le premier composant qui est commun aux quatre flasques, aux quatre flacons, ce sont les copies de la séquence que l'on veut séquencer. Faites attention, le but de cette expérience, c'est ne pas de copier l'ADN. On l'a déjà copié. On a déjà copié ce brin d'ADN avec la chaîne, le PCR ou euh, euh, le polymérase en chaîne qui fait le processus de réplication très rapidement. Donc, on a déjà des millions de copies de cette séquence-là. Le but, ce n'est pas d'avoir des copies, ce n'est pas de cloner, mais le but, c'est de séquencer, de savoir l'ordre des bases azotées. Donc, on prend plusieurs copies et on en met un peu dans le premier flacon, un peu dans le deuxième. Donc, ce qui est commun entre les quatre flacons, c'est la quantité d'ADN et la séquence d'ADN qui a été mise là-dedans. Ensuite, on met des nucléotides normales, des quatre types, c'est-à-dire des désoxynucléotides traditionnels contenant de l'adénine, contenant du cytosine, guanine, thymine et en quantité égale, mais des quatre types. Et ces nucléotides normales vont représenter la majorité des nucléotides que nous allons ajouter dans ces flacons-là. Mais ensuite, on va ajouter, et chacun de ces flacons va contenir les quatre types de bases azotées. Et alors, les quatre types de nucléotides. Donc, ça aussi, c'est quelque chose en commun. Donc, ce qui est en commun, c'est numéro un, la séquence d'ADN, le nombre de séquences la séquence d'ADN, c'est-à-dire qu'on va utiliser le même brin ADN dans les quatre flacons, la même quantité de molécules d'ADN qu'on veut séquencer, la même quantité de nucléotides et les quatre types de nucléotides. Mais ce qui va faire la différence, c'est que chaque flacon, à la fin, va contenir un seul type des di-désoxynucléotides, c'est-à-dire que les di-désoxynucléotides ici seront seulement celles qui contiennent cytosine, et là, seulement celles qui contiennent guanine, et ici adénine, et ici thymine. Donc, ce qui fera la différence, c'est les di-désoxynucléotides. On ne met pas dans chaque flacon les quatre types de di-désoxynucléotides, mais seulement un type de di-désoxynucléotides. Et ensuite, on commence le processus. Donc, chaque fois que vous allez, par exemple, ici, les di-désoxynucléotides sont caractérisés par bloquer le processus. Et cela dépend où on aura cytosine. Par exemple, dans la première copie, qui est le complémentaire de la séquence qu'on veut séquencer ou du brin qu'on veut séquencer, vous allez voir qu'elle est très courte parce qu'ici, on a trouvé, l'enzyme, elle devait ajouter cytosine. Et quand elle a ajouté la cytosine dans la di-désoxynucléotide, elle a bloqué le processus de réplication. La seconde fois, il y avait déjà le cytosine ici qui était normal. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que cette séquence est plus longue alors qu'ici on a cytosine à la même place, mais il est arrivé par hasard que le cytosine qui a été ajouté ici n'appartenait pas à un di-désoxynucléotide, mais à un désoxynucléotide normal. Et donc, ajouter cette base ici, n'a pas stoppé le processus. Et on a continué jusqu'à ce que, par hasard, une cytosine, cette base cytosine, appartenait à un di-désoxynucléotide et on a bloqué. Donc, le processus est
se fait complètement par hasard. Il dépend de la chance, mais on va voir maintenant et découvrir que malgré que l'addition se passe par hasard, mais enfin, le blocage ne se passe pas par hasard parce que dans chaque segment, il s'est arrivé que on a un blocage après une certaine longueur du nouveau segment que l'ADN polymérase a ajouté. Donc ici, c'est ça le brin à séquencer. Donc, quand l'ADN polymérase ajoute les bases complémentaires, si par hasard elle ajoute ici la base complémentaire qui appartient à un dit désoxynucléotide, donc le segment sera court. Mais si, par hasard, dans un autre brin, elle ajoute ici une base complémentaire qui vient d'un désoxynucléotide normal, donc elle continuera normalement jusqu'à arriver ici. Et ici, cela va dépendre du type de guanine que l'on va ajouter. Si le guanine qui est complémentaire ici provient d'une didésoxynucléotide, donc on va arrêter parce que ça bloque le processus et le segment sera un peu plus long que la dernière fois. Mais si par hasard la guanine était encore une guanine normale provenant du nucléotide normal, donc l'enzyme va continuer jusqu'à arriver ici, etc. Pourquoi est-ce que je me concentre sur la guanine? Parce que je parlais de ce flacon à gauche qui contenait la cytosine ou plus précisément maintenant, puisque le brin, la matrice que l'on séquence, je parle de la cytosine, donc la guanine sera la base complémentaire. Donc, la longueur va dépendre de la chance, c'est-à-dire que où vous allez, où l'enzyme ADN polymérase, pas vous naturellement, où l'enzyme ADN polymérase va ajouter un complémentaire, n'importe quel complémentaire qui provient d'un dit désoxynucléotide, le blocage va stopper le processus et le segment sera d'une certaine longueur. Et après, on va mettre tout ça dans les puits du gel électrophorèse. Vous avez sans doute remarqué que les séquences que vous avez vues là ne sont pas les séquences complémentaires, mais elles sont les mêmes séquences, alors que c'est parce qu'on a dépassé, on a sauté une étape, c'est-à-dire que on devait d'abord, avant de vous montrer ces brins complémentaires, on aurait dû vous montrer le vrai brin complémentaire, c'est-à-dire complémentaire à thymine serait adénine, encore une fois adénine, et puis nous allons avoir guanine, et puis nous allons avoir thymine, etc. Donc, l'enzyme ADN polymérase, comme d'habitude, va construire un brin complémentaire où les mêmes règles vont être appliquées, mais ce qu'on vous montre ici sur le diagramme cause un peu de confusion parce que ça, ce n'est pas le brin complémentaire que l'ADN polymérase a formé ou ce ne sont pas les brins complémentaires de longueur différente que l'ADN polymérase a synthétisé, mais c'est une étape après où l'on a continué le processus et eu ou obtenu les brins complémentaires pour à la fin pour pouvoir dire que nous avons séquencé l'ADN que nous avions dans le diagramme et vous pouvez constater que l'ordre ici que vous voyez sur ces segments-là de longueurs différentes est exactement l'ordre qui est là, mais avec des longueurs différentes dépendant du site où les dits désoxynucléotides ont été ajoutés. Donc, on va récapituler. Le mélange contient des désoxynucléotides normaux et ça, c'est la majorité. Et ils ne sont ni radioactifs, ni fluorescents. Mais on a aussi une faible proportion de didésoxynucléotides bloquants qui, où ils sont dans n'importe quel site où ils sont attachés, ils vont stopper
et bloquer le processus de réplication. Et comme je viens de le dire, le marquage radioactif ou fluorescent est appliqué seulement aux amorces et aux di-désoxynucléotides, c'est-à-dire aux nucléotides modifiables, alors que toutes les nucléotides traditionnelles et normales ne sont pas radioactives ni fluorescentes. Et comme j'ai dit au début, l'ADN que l'on utilise représente plusieurs copies identiques obtenues par PCR ou Polymerase Chain Reaction. C'est cette réaction en chaîne de l'ADN polymérase qui fait la réplication d'une façon très rapidement. Et maintenant, au présent, on n'utilise plus la radioactivité, mais on utilise la fluorescence. Ici, c'est le même schéma, le même diagramme. Nous avons 4 flacons avec 4 di-désoxynucléotides, différentes, mais les autres qui sont les nucléotides normales sont présentes, les 4 types sont présents dans les flacons. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est le gel électrophorèse ou l'électrophorèse simplement. Nous avons les puits ici, et ça, ici, cela est euh, euh, attaché au pôle positif, alors que de l'autre côté, vous avez le pôle négatif et vous savez naturellement que tous ces segments d'ADN ont une charge négative à cause du groupement phosphate, donc ils vont traverser le gel électrophorèse vers pardon, ça c'est le pôle positif et ici nous avons le pôle négatif parce que les segments d'ADN sont négativement chargés à cause du phosphate et alors ils vont être, le pôle positif va les attirer. Ils vont être attirés vers le pôle positif. Et vous savez alors que les bandes les plus légères, les bandes les plus courtes vont traverser plus rapidement que les bandes les plus longues ou qui consistent des segments les plus longs. Donc ici, vous pouvez voir comment le gel électrophorèse a séparé les segments ou a ordonné les segments selon le nombre de bases. Donc ici, nous avons une seule base ou un seul nucléotide. Donc le fragment est le plus petit et le plus rapide et il arrive au pôle positif le premier. Ensuite, nous avons ici 2 nucléotides, donc ça représente cette bande. Ici, nous avons 3 nucléotides, donc ça représente cette bande, etc. Donc, il y aura séparation des bandes selon leur ordre. Mais un détail très important, c'est que dans chaque puits, l'échantillon qui est mis dans le puits contient un seul type de base ou de nucléotide plutôt, dit désoxynucléotide. Donc, toutes les bandes qui sont ici, comme celle-là, les bandes en violet, et celles-là vont avoir comme blocus ici le nucléotide qui contient la thymine. Et toutes les bases à ce niveau-là, puisque ces bandes-là sont alignées avec le puits qui contient l'adénine, donc cette bande-là correspond à ce segment qui se termine par l'adénine. Pourquoi est-ce que ça s'est terminé si tôt? Parce qu'il y avait la didésoxynucléotide bloquante. Et aussi, à ce niveau-là, nous avons une adénine. Et à ce niveau-là, nous avons à la fin du segment une adénine. Donc, on peut alors grouper toutes ces couleurs ensemble et pouvoir constater que, numéro un, nous avons thymine, ensuite cytosine, ensuite guanine, etc. Donc, c'est une façon géniale pour savoir les nucléotides qui terminent les segments. Et en sachant ces nucléotides-là, nous pouvons alors déduire la séquence parce que ici, on a ajouté thymine parce qu'il y avait adénine. Ici, l'enzyme plutôt a ajouté cytosine parce qu'ici, il y avait guanine. L'enzyme ici a ajouté guanine parce qu'ici, il y avait cytosine. Euh, si on veut expliquer ça d'une autre façon, donc le segment qui consiste
d'un nucléotide seulement doit être terminé par thymine parce que le premier nucléotide ici a adénine. Et si notre segment s'est stoppé à la troisième place, et ici la nucléotide numéro 3 c'est cytosine, donc nous avons ici, nous devons avoir guanine. Et alors on va faire l'envers. On va constater d'une façon réversible. C'est-à-dire, ici, à la position numéro 3, nous devons avoir guanine parce qu'ici, nous avons cytosine. À la position numéro 4, nous devons avoir adénine. Donc, ici, nous avons thymine. Ici, à la position numéro 5, nous avons adénine. Donc, ici, à la position numéro 5, nous avons le complémentaire thymine. À la position numéro 6, ici, nous avons guanine. Donc, on constate que à la position numéro 6, ici, on doit avoir cytosine, etc. Donc, cette séparation des bandes à travers le gel électrophorèse est une idée géniale pour pouvoir constater l'ordre des bases. Ce diagramme vous montre le même processus. On a un segment d'ADN bicaténaire, on le dénature avec une température très haute. Dans la réaction en chaîne polymérase, on obtient plusieurs copies de ce simple brin et ensuite on commence, l'ADN polymérase commence à construire le brin complémentaire, mais vous voyez que les segments des brins complémentaires ont des longueurs différentes et puis vous les séparez encore une fois et vous prenez ces segments naturellement, vous n'avez pas une seule copie de chaque segment d'une certaine longueur. Vous avez des segments de plusieurs longueurs. Ici, vous avez 4 segments de plusieurs longueurs différentes, mais pour chaque segment, vous en avez des milliers de copies. Et alors, chaque segment va représenter une bande dans le gel électrophorèse et on va appliquer ce qu'on vient d'expliquer. Donc, le principe repose sur la terminaison de la chaîne par les 10 désoxynucléotides bloquants et après, c'est pas suffisant de terminer les chaînes à des longueurs différentes, mais on doit utiliser l'électrophorèse après pour pouvoir déduire quelque chose d'important de ce processus-là. Donc, les étapes importantes, c'est l'incorporation des 10 désoxynucléotides qui n'ont pas de groupe OH à la position 3' du pentose et qui sont bloquantes parce qu'elles arrêtent l'élongation de l'ADN pendant la réplication. Ensuite, nous allons avoir des fragments de longueur variée. Ensuite, nous allons les séparer par taille parce que leur migration dans le gel de l'électrophorèse sera avec des vitesses différentes selon leur masse. Et ensuite, on va lire la séquence. Et ce qui nous aide à lire la séquence, c'est que ce détail très important que j'ai dit, que je viens de dire, on sait que ici, parce que nous avons mis seulement les 10 désoxynucléotides ou les échantillons qui contiennent thymine, alors comment est-ce qu'on va savoir ça? Parce que nous les avons séparés déjà dans les flacons. Donc ici, ce flacon-là ne contient que des 10 désoxynucléotides avec thymine. Donc cet échantillon sera mis là, cet échantillon bleu sera mis ici, cet échantillon jaune sera mis ici et cet échantillon vert sera mis ici. Et donc, nous savons que dans ces bandes violettes ici, nous n'avons que de la thymine, ici de l'adénine, ici la guanine et ici la cytosine. Et je parle naturellement des 10 désoxynucléotides parce que ce sont seulement les 10 désoxynucléotides qui sont fluorescentes et qui sont visibles. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien compris ce processus un peu compliqué et un peu nouveau pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, donc cliquez sur like, écrivez vos commentaires parce qu'ils sont très importants. Ils sont très importants pour moi et partagez la vidéo avec vos camarades de classe et vos collègues. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc s'il vous plaît, abonnez-vous.
Merci et à bientôt.